Et nous vous retrouvons pour le troisième sujet après le journal. Nous abordons notre sujet concernant le Nigeria. Les sanctions de la CEDEAO contre le Niger se font ressentir après plus d'un mois et bientôt deux des sanctions économiques de la CEDEAO contre le Niger. L'impact se fait ressentir également dans les autres pays, dont le Nigeria qui entretient de fortes relations commerciales et économiques avec le Niger, les flux financiers entre les villes nigérianes et nigériennes en matière de commerce. Je parlais des villes qui sont de part et d'autre des frontières, sont en forte diminution. On parle de millions d'euros qui sont perdus en moins de 2 mois. Les populations en souffrent, les commerçants ont donné leur position dans un reportage diffusé par la télévision France 24 et relayé par d'autres chaînes. L'impact se fait ressentir justement sur non seulement le Niger, mais aussi les pays qui appliquent les sanctions de la CEDEAO. Je voudrais bien commencer par vous, Georges-Éo. On ne finira pas d'en parler, parce que je pense que quand on prend le nord du Nigeria, les Kano, etc., et jusqu'à Maradi, Agadez et tout ça, là, ce sont des territoires vraiment, Niger, oui. Les Inders et tout, ce sont des territoires vraiment où les populations font des commerces entre eux, ou bien entre elles. Et donc aujourd'hui, quand on parle de la sanction, on parle de fermeture des frontières. Au même moment, vous ne pouvez pas exporter ou importer des produits de part et d'autre. Alors que ces commerces-là permettent, ou bien permettaient aux opérateurs quand même de participer ou bien de contribuer au PIB de leur pays. Aujourd'hui, je l'ai dit, vous voyez, quand on parle de notre sous-région, nous parlons toujours de la communauté. Et nos lois sont toujours pratiquement communautaires, que ce soit au niveau de l'UEMOA, que ce soit au niveau de la CEDEAO. On essaie d'harmoniser nos lois pour que nous puissions résider dans une communauté et permettre quand même une intégration tant voulue par les pairs de la CEDEAO. Mais aujourd'hui, les sanctions portent énormément de coûts à l'intégration sous-régionale. Je ne suis pas là pour faire l'apologie des coups d'État ou dire que les coups d'État sont de bonnes choses à soutenir. Mais je me suis dit, oui, je me suis dit tout simplement qu'un coup d'État qui a été consommé, en fait avec un gouvernement de fait. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus revenir. Est-ce que le coup d'État au Niger est consommé? C'est déjà consommé. Non, en fait, si on dit le président qui n'a pas encore démissionné, ça ne veut rien dire. On est en train de gouverner même sa démission. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. C'est une force. C'est un passage de forcing. C'est pas une élection. Même du moins une élection, même les gens crient au vol. Et donc, les gens passent au forcing. Donc, aujourd'hui, c'est un coup d'État. Ça a été consommé, c'est fini. On évolue. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est d'anticiper, c'est de mettre des dispositions pour anticiper sur les coups d'État. C'est faire le bilan et voir qu'est-ce qui pousse les forces armées à faire de coups d'État. Parce que, souvenez-vous, quand les putschistes ou bien les joints parle de la malgouvernance, de vol, de fraude électorale et tout, ce sont les mêmes forces armées qui cautionnent ces dirigeants, ces candidats-là. Et ce n'est pas sur moi qu'ils comptent, ou bien qu'ils comptaient, pour pouvoir frauder les élections. Si un président, on dit un président a fraudé les élections, c'est pourquoi on lui fait un coup d'État, ou il gère mal les biens du pays, c'est pourquoi on lui fait un coup d'État. Souvenez-vous qu'il comptait sur les armées de ce pays-là pour pouvoir le faire. Et donc, revenons aux sanctions économiques et à leur impact. Oui. Donc, en fait, c'est les causes quand même qui poussent les pays à sanctionner. Et ces sanctions-là retombent sur ça. Veut dire que c'est un cercle vicieux. On a les sanctions nous créent des problèmes néfastes sur nos économies. Et puis, on ouvre, et puis il y a coup d'État. Donc, vous voyez, donc c'est un problème sur lequel, épineux sur lequel vraiment nous devons trancher pour l'avenir de nos nations. Dado, la CEDEAO a pris des sanctions économiques contre le Niger. Les pays de la CEDEAO appliquent ces sanctions et puis finalement, eux-mêmes, ils en souffrent à l'instar du Nigeria.
Non, c'est normal. C'est normal qu'on voit la proximité entre ces pays-là en termes de transactions économiques, qu'on voit le quotidien des communautés transfrontalières. C'est logique. Si on ferme les frontières alors que vous vous approvisionnez dans ces pays-là ou dans ces communautés voisines, et donc si les frontières sont fermées pour le Niger, c'est clair que tous ceux qui sont autour du Niger, dans le Nigeria, vont souffrir de ces sanctions économiques. Alors, la question serait aujourd'hui, ou bien l'analyse serait peut-être de se demander, est-ce qu'aujourd'hui les sanctions économiques sont pertinentes? C'est-à-dire, c'est vrai, il y a une situation, mais en même temps, quand cette situation se répète, c'est-à-dire les coups d'État, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de se poser la question à savoir pourquoi ces coups d'État? Et encore une fois, les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions. Et là, je crois que c'est facile. Dès qu'on a les bonnes questions, on aura les bonnes réponses. On dirait que la CEDEAO pose souvent de faux problèmes. Hein? Non, parce que le constat est là. Ça se répète, c'est pas normal. Maintenant, les sanctions économiques, est-ce la solution? Puisque malheureusement, quand on a ces sanctions, mais ce n'est pas les potiches qui souffrent. Les potiches, ils ont de quoi manger et tout, mais c'est la population. Et donc, en fait, on sanctionne qui au final? La population ou les potiches? Et donc, ça veut dire qu'on a mal posé le diagnostic ou on a mal choisi la décision de sanctionner. Elle n'est pas la bienvenue, elle n'est pas opportune. Elle n'est pas, je crois, la bonne option. Donc, je remets en cause cette décision. Est-ce que des fois aussi, on ne fait pas ça peut-être, hein, je suppose, pour affamer les populations et les amener à se révolter contre leurs dirigeants? Je ne pense pas. Je crois que, à mon avis, dans la logique des choses, la CEDEAO se dit, puisque dans ces tests, il est clairement dit que quand il y aura ces genres de situations, c'est-à-dire des coups d'État, il faut dénoncer, il faut prendre des sanctions. Sauf que je crois, elle n'a pas pris le temps de réviser en fait ces modes opératoires de prise de sanctions. C'est-à-dire c'est les sanctions classiques qu'on prend. Mais est-ce qu'elle a fait l'évaluation en termes d'impact de ces sanctions sur les pays, en fait les populations, la communauté? Pas vraiment. Pas vraiment parce que quand vous avez une machine structurée comme la CEDEAO, la lourdeur administrative, le temps d'avoir l'aval des uns et des autres, tout ça, ça prend du temps. Et donc, c'est normal que les sanctions qu'on prend aujourd'hui ne peuvent pas prendre fin dans une semaine ou dans 2 semaines. Mais on oublie juste que ces sanctions-là vont affecter les communautés. Et c'est en ça que je dis, le diagnostic ou bien la décision de prendre des sanctions économiques, elle n'est pas bien choisie, elle n'est pas bien, en fait, je vais dire bien pensée. Bien pensée parce qu'au final, je crois même au Mali, je crois des Poudjis disaient que, en fait, nous, on n'a même pas besoin d'argent, on n'a pas d'argent dans les banques extérieures. Donc, au final, en fait, c'est comme si on ne les a pas sanctionnés en réalité. Et donc, je remets en cause cette idée-là et je crois qu'il faut changer d'option, il faut changer de stratégie, il faut dialoguer, il faut aussi travailler en amont pour prévenir ces genres de situations, tout simplement aider les États à mieux gouverner pour éviter tout simplement des frustrations qui amènent une partie de la population, c'est-à-dire les hommes en treillis, à vouloir prendre au final le pouvoir. Donc, il y a un travail de fond que la CEDEAO doit faire en amenant les instances ou les gouvernements à une meilleure gestion de leur pays. Et là, je crois qu'on éviterait les coups d'État, on éviterait les sanctions et donc les populations seront mieux, seront à l'abri de ces crises-là qui aujourd'hui affectent le citoyen lambda. Ce n'est pas les poutistes que ça affecte. Louis, la CEDEAO prend des sanctions après le coup d'État au Niger, des sanctions économiques surtout, qui sont appliquées par ses États membres, et des sanctions qui ont des conséquences non seulement sur le Niger, mais aussi sur ses États membres. Oui, sur ces États membres, pas seulement, principalement sur les pays frontaliers du Niger. On rappelle toujours que le Niger a cette frontière. Et tout récemment, vous avez vu, je le disais sur ce plateau, qu'en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara était obligé de faire convoyer plus de 7000 tonnes de noix des Pays-Bas, justement, pour combler la pénurie de cette denrée alimentaire là dans le pays.
Et quand vous voyez également de l'autre côté du Bénin où des ignames sont en train d'être pourris juste parce qu'on a fermé les frontières, ça prouve aujourd'hui à suffisance combien de fois ces sanctions-là sont entre guillemets illégitimes. Illégitimes, ce n'est pas moi qui le dis, parce que récemment, à l'Organisation des Nations Unies aussi, l'ONU a demandé que ces sanctions-là soient levées. Et donc, quelqu'un le disait tout à l'heure, que clairement, les sanctions aujourd'hui ne font ni chaud ni froid à qui que ce soit. Parce que la CEDEAO, avec les sanctions, les mêmes sanctions au Mali, ça n'a pas marché. On les a également expérimentées en Guinée, mais ça ne marche pas non plus. Donc, c'est le moment en fait de changer d'approche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut s'asseoir pour poser de bonnes questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que tous ces militaires-là qui prennent le pouvoir s'attendent justement à ce genre de sanctions et peut-être qu'ils sont déjà préparés avant de venir prendre le pouvoir, parce qu'ils savent que si on prend le pouvoir, on va geler nos biens avoirs, la CEDEAO va fermer les frontières, on va nous interdire des voyages, la justice va nous suspendre va suspendre notre pays des activités de l'instance sous-régionale et tout. Et donc, ils se préparent en conséquence. Vous savez très bien pourquoi un coup d'État se prépare. On ne se lève pas un petit matin pour perpétrer un coup d'État. Ah, moi, je n'ai jamais fait de coup d'État. Donc je vous l'apprends quand même. Donc, c'est un cerveau. Donc, c'est comme ça que c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est tout un plan. Et donc, quand le général Tiani a déjà vu ce qui se passe au Mali, il a également pris l'exemple sur la Guinée. Il s'est bien assis, il a dit que, OK, voilà ce qu'on peut faire pour contrecarrer justement ces genres de sanctions. Aujourd'hui, les sanctions, elles sont là. Et tu posais la question tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas une façon pour la CEDEAO de dresser, en quelques guillemets, le peuple contre ceux qui ont pris le pouvoir par la force? Justement, c'est ce que la CEDEAO pensait. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Parce qu'aujourd'hui, vous allez remarquer que le peuple adule plutôt ces militaires-là qui sont au pouvoir, juste parce que les coups d'État, on l'a toujours dit, les coups d'État que nous vivons ces dernières années sont des coups d'État légitimes. Vous avez vu au Mali que ce qui s'est passé. Mais c'est légitime parce que il suffit juste de voir les motifs ou bien les raisons pour lesquelles les présidents sont déposés. Au Mali, c'est une insécurité grandissante. Des villes comme Gao sont presque inaccessibles. Et donc, à un moment donné, il va falloir qu'on avance. Donc, quelqu'un est là, il fait partie de l'armée. Il a jugé mais que le président qui est là ne fait pas l'affaire, il a déposé. En Guinée, par exemple, Alpha Condé, qui a en fait modifié la constitution pour se représenter pour un troisième mandat, après avoir affiché un bilan très mitigé. Et quand vous voyez au Niger que le président même volontairement refuse de donner les moyens aux militaires pour combattre en fait les terroristes ou les djihadistes. Non, mais quand même, il a équipé l'armée nigérienne. Il a équipé, à quel moment, quand lui-même il reconnaît que les djihadistes sont plus équipés que son armée? Il n'a pas équipé, il a fait, mais peut-être que selon lui, non, ils ne sont pas encore à la hauteur. Guillaume, je vous vois souvent très lucide, mais là, je pense que vous êtes peut-être à côté de la plaque. Lui-même, il reconnaît que... Oui, mais lui, reconnaître qu'on n'est pas à la hauteur ne veut pas dire qu'on n'a pas fait notre mieux. Non, mais ça veut dire quoi? C'est fait cette façon-là de minimiser son armée. Comment est-ce que dire qu'une armée régulière est inférieure à une armée illégitime? Donc, je suis d'accord par rapport à votre analyse. Donc je pense que quand vous trônez ce genre de propos, sauf qu'à un moment donné, les gens essaient de prendre leurs responsabilités. Aujourd'hui, le gouvernement ou bien le général Tiani et ses éléments sont en train de montrer à la face du monde que si les moyens étaient mis à leur disposition, ils allaient justement combattre les terroristes comme cela se doit. Et aujourd'hui, ils ne combattent pas que les terroristes, mais aussi ces États-là qui veulent leur mettre le bâton dans le roue. Et ils mènent la guerre sur deux fronts et jusque-là, ils sont en train de la gagner. Et donc, je pense que c'est pour ça que je disais que les sanctions, en réalité, justement, celles concernant la fermeture des frontières pour amener le peuple à se révolter ou bien se soulever justement contre les poutistes, ça ne marche pas. Et qu'en CEDEAO, en une institution conséquente, doit normalement s'asseoir et poser les bonnes questions aujourd'hui. Et quand vous revenez, les sanctions, en réalité, il faut savoir aussi lire entre les lignes. C'est pour la France, mais aujourd'hui, la France, elle est tranquille dans son coin, elle n'en souffre pas. Et on disait également la dernière fois sur ce plateau qu'il y a
des cadres nigérians qui ont averti le général ou bien le président Tinubu d'un risque de coup d'État. Et je pense que si ça continue comme ça, je ne le souhaite pas, ça pourrait lui coûter à l'avenir son fauteuil présidentiel, parce qu'aujourd'hui, c'est lui le président de la CEDEAO et on a vu combien de fois il était tellement actif dans cette prise de décision. On a vu comment il était tellement content, en fait, dans la prise des sanctions contre le Niger. Alors, face aux retombées de ces sanctions qui sont prises contre le Niger, faut-il ne plus prendre de sanctions économiques en cas de coup d'État? Faut-il faire avec, dire, bon, c'est un coup d'État, c'est fait, on ne va pas prendre de sanctions parce qu'on risque aussi d'en souffrir, parce que finalement, toutes les sanctions qui ont été prises, même dans le cas du Mali, les pays en ont souffert, certains pays l'ont dit clairement, ça a pesé sur leur économie. Dans le cas de la Guinée, dans le cas du Niger aussi, on voit les mêmes problèmes. Est-ce que pour autant, il ne faut plus prendre de sanctions économiques, Georges? Bon, en fait, il faut analyser et poser les diagnostics pour voir comment est-ce que les sanctions, c'est-à-dire que quel est l'effet des sanctions sur les pays. En fait, comme tu l'avais posé, je pense Louis a déjà répondu, les sanctions, c'est d'asphyxier le pays et faire soulever sa population contre les autorités, leur mettre la pression pour qu'ils démissionnent ou bien qu'il y ait un retour à la normale. Mais dans les trois cas précédents, maintenant, il y a des effets pervers. Voilà, justement. Oui. C'est plutôt l'inverse. Hein. Oui, c'est ça. C'est plutôt l'inverse parce que ce n'était pas l'intention de la CEDEAO. Mais ça veut dire tout simplement qu'à un moment donné, il faut faire le bilan des sanctions pour voir si ça marche. Parce que peut-être si dans le passé, ça avait marché contre certains États, mais aujourd'hui, ça ne marche plus parce que les gens ont compris et ils se préparent en conséquence avant de même poser l'acte. Donc, il faut à un moment donné se dire que si les sanctions ne marchaient pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Même si les sanctions marchaient, peut-être les mêmes sanctions, il faut quand même évoluer par rapport à d'autres. Il faut évoluer. Et moi, ce que je dis, et je le répète, c'est qu'il ne faut pas que les sanctions mettent des États dans une position réfractaire pour que demain, quand nous parlons de relations, que ça ne nous permette pas d'aller en avant. Donc c'est ça. Aujourd'hui, il faut vraiment que nous puissions évoluer par rapport aux sanctions, permettre à la CEDEAO de faire de l'analyse sur la situation des coups d'État et qu'est-ce qui pousse ces militaires-là à faire coup d'État. Je sais qu'il y a comment vous l'appelez, c'est une convention de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et de la démocratie, non? Mais est-ce que c'est respecté par les États? Si ce n'est pas respecté, il faut faire en sorte que les dirigeants, parce que c'est en fait quand on parle de coup d'État, ce n'est pas par rapport aux civils, ce n'est pas par rapport à la population, que les dirigeants puissent respecter ces accords de la CEDEAO pour ne pas mettre la CEDEAO en difficulté. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que la CEDEAO est vidée de son essence, est vidée de ce qui fait la fierté de notre CEDEAO. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on vous retrouve pour la dernière partie de cette émission. Nous parlerons du Togo.